C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'attente au Tchad après la présidentielle qui s'est tenue ce lundi. Le dépouillement s'est poursuivi aujourd'hui. Un scrutin marqué par un duel entre le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, et le Premier ministre, Succès Masra. Nous serons à N'Djamena dans un instant. Cette décision du Bénin, le pays a interdit aux navires de charger du pétrole nigérien tant que Niamey ne rouvre pas sa frontière. Les relations entre les deux pays sont tendues depuis le coup d'État au Niger. Nous serons à Cotonou dans ce journal. Et à la fin de cette édition, je vous emmène à la chasse au trésor sur l'île Maurice. Des randonneurs ont découvert un site qui pourrait renfermer un trésor de pirates. Reportage à suivre. Le dépouillement se poursuit au Tchad et au lendemain du scrutin présidentiel, une élection marquée par le duel entre le chef de la junte, Mahamat Idriss Déby, et l'ex-opposant, désormais Premier ministre, Succès Masra. L'opposition réprimée et écartée de la course avait quant à elle appelé au boycott. On fait le point avec notre envoyé spécial Stéphane Ballot. Après le vote, l'heure est désormais à l'attente ici à N'Djamena et un peu partout au Tchad d'ailleurs. L'attente des premiers résultats qui devraient venir confirmer si oui ou non le duel annoncé entre Mahamat Idriss Déby Itno et son Premier ministre Succès Masra s'est confirmé dans les urnes. Pendant ce temps, on attend encore la publication des premières estimations du taux de participation. Il est encore trop tôt pour le savoir, m'a-t-on répondu ce matin à l'Agence nationale de gestion des élections. Vous savez, le Tchad, ça fait 1 284 000 km². Et vous savez également que nous avons des routes qui sont très peu praticables. Pour aller d'un coin à un autre, parfois il faut mettre des jours avant de venir, surtout dans les coins reculés. On a 15 jours pour donner les résultats, mais je pense qu'on fera tout pour que les résultats puissent avoir lieu dans les délais fixés par la loi. Alors d'ici la publication officielle des résultats provisoires, l'inquiétude est forte ici, l'inquiétude de voir des partis politiques annoncer leurs propres résultats. Il faut dire que cela pourrait créer de vives tensions ici à N'Djamena et dans le pays. Alors l'ANGE, l'Agence nationale pour la gestion des élections, insiste sur le fait qu'elle est la seule institution habilitée à donner ces résultats. On vous parle de ces relations tendues entre Cotonou et Niamey. Elles sont compliquées depuis le coup d'État au Niger. Le Bénin, qui avait rouvert ses frontières, attendait une réciprocité de son voisin. Mais le Niger n'a pas suivi. Le Bénin a donc décidé de durcir le ton et d'interdire aux navires de charger du pétrole nigérien tant que Niamey ne rouvre pas sa frontière. La correspondance à Cotonou d'Emmanuel Sodji. La politique de la main tendue du Bénin envers le Niger semble bien finie, en tout cas pour l'instant. Les autorités béninoises ont perdu patience parce que la frontière avec le Niger reste close, alors que le Bénin a rouvert la sienne, a rouvert ses ports avec le Niger. Alors, à présent, le Bénin brandit une arme redoutable comme moyen de pression, celle du pétrole. Et tout cela au moment de la mise en service du pipeline entre le Niger et le Bénin. Eh bien, désormais, pas une goutte de pétrole nigérien ne sera embarqué au port de Sémékraké, sur la côte béninoise. Les autorités du Bénin ont interdit ces eaux maritimes aux navires qui doivent exporter le pétrole nigérien. Alors, c'est un moyen de pression redoutable, car c'est le plus grand oléoduc d'Afrique. Le pétrole est produit au Niger, à Agadem. Il est extrait par la Société nationale chinoise de pétrole, la CNPC. L'or noir est ensuite acheminé sur presque 2000 km et il débouche sur la côte béninoise. Selon les estimations, ce sont près de 90 000 tonnes de barils qui doivent être exportés chaque jour au départ du Bénin. Et cet or noir est censé rapporter pas moins de 50% de recettes fiscales au Niger. Le Bénin a aussi beaucoup à gagner dans cette affaire sur le plan fiscal. On parle de près de 500 millions de dollars. Le blocus avait été décidé par la CEDEAO fin juillet en représailles au coup d'État du général Tchiani. Le président Talon s'était montré favorable à une intervention militaire et des troupes auraient même été mobilisées. Le Niger, semble-t-il, ne l'a toujours pas digéré. Au Togo, la nouvelle constitution a été promulguée par le président Faure Gnassingbé. Une promulgation malgré la controverse. Cette constitution fait passer le Togo du régime présidentiel au régime parlementaire. Une partie de l'opposition accuse le président de vouloir se maintenir au pouvoir. Écoutez ses réactions.
Pour la société civile, je pense que la chose est claire. Nous ne pouvons pas accepter cette 5e République et pour nous, 2025 doit marquer l'année de l'alternance au Togo. Il faut qu'il y ait une élection présidentielle en bonne et due forme au Togo en 2025 et que le président fort se prépare à passer le témoin. Il aura fait 20 ans au pouvoir, nous pensons que c'est suffisant. Il n'y a pas de droit légitime aujourd'hui à se lever pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la nouvelle constitution qui met en place la 5e République. Le plus important pour les Togolais, ce n'est pas en fait d'avoir un régime parlementaire, un régime présidentiel. L'essentiel pour le Togolais, c'est de trouver à manger tous les jours, 3 fois par jour. Le verdict du procès tentaculaire sur un trafic international de cocaïne en Côte d'Ivoire. 10 ans de prison, la peine maximale a été prononcée contre 13 des accusés sur les 18 condamnés, dont le cerveau du réseau, un narcotrafiquant espagnol. Pour rappel, en avril 2022, la police ivoirienne avait saisi plus de 2 tonnes de cocaïne. La correspondance de François Youm Firkatadji. C'est l'épilogue du premier acte de ce procès retentissant qui a défrayé la chronique en Côte d'Ivoire. Le tribunal a globalement suivi les réquisitions du parquet. Sur le banc des accusés, les têtes pensantes du trafic, dont l'Espagnol Miguel Devesa, qui a plaidé coupable et a collaboré tout au long de l'enquête avec les autorités, jusqu'à dénoncer ses complices, mais aussi de nombreux agents de l'État. Outre sa condamnation à 10 ans de prison, il devra aussi régler la somme de 91 millions d'euros au titre des dommages et intérêts à l'État de Côte d'Ivoire. Également condamnés des petites mains, des chefs d'entreprise, un commandant de la marine, un officier de police. Ils sont sud-américains, européens ou ivoiriens. Les autorités de Côte d'Ivoire ont décidé de sévir, ont décidé de mettre un terme et à bouter hors de nos territoires ces personnes qui viennent effectivement travestir notre jeunesse, notre territoire. Ce procès a été érigé en étendard de la lutte contre le trafic de cocaïne en Afrique de l'Ouest, où les saisies records se sont multipliées ces dernières années. Certains avocats de la défense dénoncent toutefois un verdict infondé, notamment pour les hommes d'affaires condamnés pour leur lien avec ce trafic et le blanchiment de capitaux. Lorsque j'entends qu'un cerveau d'un réseau qui a été démontré, qui a reconnu les faits et quand il a été reconnu environ 3 tonnes de drogue, quand celui-là écope d'une même peine d'emprisonnement que quelqu'un qui a des soupçons d'éléments, comprenez ma déception. La défense a 20 jours pour faire appel. Certains accusés ont déjà demandé la tenue d'un second procès qui pourrait se tenir dans les prochains mois. Au Kenya, les pluies continuent de causer des dégâts et pour éviter plus de victimes, les autorités ont ordonné la destruction de quartiers informels situés à moins de 30 mètres des cours d'eau. Bastien Renouille, notre correspondant à Nairobi, s'est rendu dans un quartier de la capitale. Il y a 3 jours, il y avait encore une église là où je me trouve à l'heure actuelle. Et derrière moi, 120 logements qui accueillaient des centaines de personnes. Mais voilà, la police est intervenue pour tout détruire à coups de bulldozer, car ces logements se trouvaient à côté du Nairobi Dam. Ici, il y a quelques décennies, il y avait un lac. Et à chaque fois qu'il pleut, eh bien, le lac déborde et mettait en danger les populations qui vivent dans ce quartier pauvre de la capitale. Après les pluies diluviennes qu'il y a eu au cours des dernières semaines. Alors, la police les a tous expulsés manu militari, sans proposer de solution de relogement. Tous se sont enfuis vers une école, une solution temporaire. Je vous propose de les écouter. Ils ont commencé à approcher avant qu'ils n'arrivent jusqu'ici. On leur a dit il nous faut un peu de temps. Donnez-nous en 30 minutes et 1 heure, s'il vous plaît, pour qu'on puisse évacuer nos meubles. Ils ont refusé. Je sais qu'ils ont fait ça à cause des inondations, à cause des problèmes auxquels font face quasiment toutes les régions du pays, pas seulement ici, à Kibera. Mais la manière dont ils ont géré ce problème, c'est assez inhumain. Dans Nairobi, de très nombreux quartiers comme celui-ci sont petit à petit évacués, principalement des quartiers où ont été construits des logements informels à proximité de rivières. Dans le reste du Kenya, les autorités sont inquiètes à cause des barrages. De nombreuses retenues ont été créées, notamment par des agriculteurs, pour pouvoir disposer d'eau en période de sécheresse. Elles risquent d'exploser, entraîner des coulées de boue. Il y avait d'ailleurs eu une coulée de boue la semaine dernière dans la ville de Mai Mahiu, faisant 52 morts et une cinquantaine de personnes disparues qui n'ont toujours pas été retrouvés à l'heure actuelle. Alors, il est important d'agir pour le gouvernement. Jusqu'à présent, 228 personnes ont perdu la vie depuis le début de la saison des pluies et 212 000 ont dû être évacuées de leur maison.
Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye poursuit sa tournée dans la région. Il a atterri ce mardi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il s'est entretenu avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Il s'agit d'une rencontre de travail et d'amitié. Fin de citation. Au Sénégal, ce premier pas vers plus de transparence dans le secteur de la pêche. La liste des navires autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises a été rendue publique. Un geste applaudi par les acteurs du secteur. Au Sénégal, près de 20% de la population active vit de la pêche. La correspondance à Dakar de Sarah Sakou. C'est au nom de la transparence dans la gestion des ressources naturelles que le ministère de la Pêche a publié cette liste. On y apprend que 132 bateaux sénégalais, 19 chalutiers étrangers ont actuellement le droit de pêcher dans les eaux sénégalaises. La liste précise le nom des bateaux, le nom des propriétaires, leur capacité ou encore la taille des filets. Tout un tas d'informations précieuses pour les acteurs du secteur qui réclamaient la publication de cette liste depuis des années et qui dénoncent la présence de sociétés étrangères battant pavillon sénégalais qui usent en clair de prête-nom. Écoutez Greenpeace à ce sujet. Il s'agit des navires qui sont d'origine asiatique, des navires entre guillemets chinois. Maintenant, ce que l'on exhorte l'État, c'est de tout simplement faire l'audit de cette liste-là, faire l'audit du pavillon sénégalais pour que l'on sache comment est-ce que ces navires ont pu avoir des licences de pêche, ont pu être sénégalisés et ont pu pêcher dans les eaux sénégalaises. Le nouveau pouvoir de Dakar a promis d'importantes réformes dans le secteur de la pêche, un secteur en crise. Les pêcheurs artisanaux sont confrontés tous les jours un peu plus à la raréfaction de la ressource halieutique. Avant de se quitter, je vous propose de vous emmener à Maurice pour une chasse au trésor. Figurez-vous qu'un groupe de randonneurs a découvert un site qui pourrait renfermer l'un des trésors des pirates les plus recherchés depuis 3 siècles. Les autorités mauriciennes ont placé le site sous surveillance. Le reportage de notre correspondant à Port-Louis, Abdoulaye Rali. Ces pierres résonnent de légendes de pirates, depuis la surprenante découverte d'un groupe de randonneurs. 7 Mauriciens ont trouvé des indices menant potentiellement au trésor pirate le plus recherché depuis 300 ans. Depuis notre adolescence, nous fréquentons ce site qui est retiré. Tout récemment, nous avons découvert d'étranges gravures sur les rochers qui suggèrent que le pirate Labuse aurait pu fréquenter cet endroit. Au XVIIIe siècle, Olivier Levasseur, alias Labuse, terrorisait cette région de l'océan Indien. Le pirate est célèbre pour avoir capturé la Vierge du Cap, un navire chargé d'or et de diamants. Capturé à son tour, Labuse aurait jeté à la foule avant son exécution à La Réunion un cryptogramme avec un message « Mon trésor à celui qui saura le prendre ». Le mystère de ce cryptogramme se trouverait sur ce littoral à l'ouest de Maurice. Les 17 signes mentionnés dans ce cryptogramme se trouvent ici. Le premier signe est la montagne qui est visible depuis la mer. Le cryptogramme mentionne étrangement des repères visibles d'ici. C'est l'exemple de cette montagne décrite comme un homme endormi ou cette tête de chien turc sur un banc de sable. Informés de cette découverte, les autorités mauriciennes ont lancé des évaluations archéologiques du site. On peut voir très clairement que les rochers ont été découpés pour donner une certaine indication, pour donner des formes, indiquer quelque chose. L'histoire captive non seulement les autorités, mais aussi les chercheurs, comme ceux de ce musée d'art et d'histoire. Autrefois nommé Île-de-France, Maurice fut un repère de pirates. L'Île-de-France, à l'époque, ça représentait le passage obligé pour tous les navires. Les pirates ont rendu la route très périlleuse, en fait. Il y a sans doute des trésors qui existent réellement. Convaincus d'être sur la piste du trésor de Labuse, nos 7 randonneurs emploient des détecteurs de métaux qui auraient indiqué la présence d'or et de diamants, ce qui a conduit les autorités mauriciennes à placer le site sous surveillance jour et nuit. Voilà, et on suivra cette chasse au trésor dans le Journal de l'Afrique. C'est la fin de cette édition. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Khalid Doussi, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. L'info continue sur France 24.